Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode de Tech Café qui est un épisode de portrait et non des moindres, il s'agit du portrait d'Alan Turing. En fait, c'est un portrait qui a déjà été diffusé dans un épisode supplément de Tech Café en 2017. J'ai été extraire ce dossier qu'avait écrit et préparé Guillaume Poggiaspala et je voulais remasteriser. Oui, mesdames et messieurs, on fait comme dans les films. Je l'ai remasterisé. La voix à l'époque et la qualité de son du podcast n'était pas la qualité que vous entendez aujourd'hui pour les épisodes. Et donc, j'ai essayé d'y appliquer un certain nombre de traitements pour vous offrir la meilleure expérience d'écoute. Et puis, il y avait une section d'actualité sur les composants juste avant que j'ai sorti. Donc, j'espère que cet épisode, si vous ne l'avez pas déjà écouté, vous intéressera. Et qui sait, si jamais vous l'aviez déjà écouté à l'époque, j'espère que cette nouvelle mise à disposition vous permettra d'en profiter à nouveau. Je vous souhaite une bonne écoute sur ce dossier. En quelques mots, de qui s'agit-il quand on parle d'Alan Turing? En quelques mots ou en beaucoup de mots? Parce que Bon, faut voir. en quelques mots pour commencer peut-être. En quelques mots, si tu veux, Alan Turing, c'est toujours pareil, c'est une personnalité qui est extrêmement importante dans le milieu de l'informatique, mais pas forcément où on croit, parce que il est considéré comme le père de l'informatique, mais l'informatique théorique. C'est ça, c'est un petit peu ce sur quoi je voudrais revenir un peu ce soir. C'est, ou ce matin, ça dépend quand vous m'écoutez. Donc, tu as vu Imitation Game, le film Non, je avec... l'ai pas vu. Non, justement, en fait, tu vois, j'étais sur Google en train de chercher Imitation Game parce que je n'ai pas vu le film. Bon, ben voilà, donc alors c'est un film qui retrace une partie de la vie de Turing, il y a l'épisode Bletchley Park, quand il était cryptanalyste pour donc casser le code Enigma. Et si tu veux, Imitation Game, c'est un film qui est aussi, enfin les experts de la bio de Turing disent que globalement c'est à peu près aussi historiquement valable que Braveheart quand on parle de William Wallace, quoi. Mmh, mmh. C'est-à-dire que ouais, c'est globalement ça, mais enfin, les détails, il faut peut-être pas non plus abuser. Mmh. Et d'ailleurs, à la fin du film, je m'en souviens très bien parce que ça m'avait marqué, hem, ils parlent donc ils évoquent la machine de Turing, cette fameuse machine de Turing dont on va parler en long en large, et ils disent, il avait imaginé une machine, voilà, de machine qu'il appelait la machine de Turing, et aujourd'hui, nous les appelons les ordinateurs. Ah, d'accord. En OK. fait, ça, c'est pas vrai. Le raccourci est rapide peut-être. Le raccourci est trop rapide. Si tu veux, il y a évidemment, tout n'est pas faux, mais il y a quelque chose, il y a vraiment un raccourci. Et bon, globalement, on voulait revenir un peu sur Turing parce que, on aime bien quand même Turing. Oui. C'est quand même un génie. Voilà, c'est quand même un mec vachement valable, qui est mort trop tôt et qui a une vie assez passionnante et qui, justement, parler de sa vie et de ce qu'il a fait, ça nous ouvre des trucs absolument géniaux, enfin, des sujets passionnants. Donc, on va sans plus attendre s'atteler à une courte à une biographie d'Alan Turing, et on va parler un petit peu de ce qu'il a fait. Alors bon, évidemment, on va commencer la biographie assez simplement en disant qu'il est né le 23 juin 1912 à Londres et qu'il est mort le 7 juin 1954 à 41 ans, à Winslow, dans le Cheshire, d'un empoisonnement au cyanure. Donc ça, c'est relativement connu, quoi. Alors cette équipe, c'était avant tout un mathématicien brillant, voire même génial, hein, et c'est un logicien, un cryptanalyste. Et il est considéré comme le fondateur de l'informatique théorique. Donc j'insiste sur le fait que c'est un mathématicien. Ce mec n'est pas un ingénieur du tout. C'est un mathématicien qui s'est pensé sur des problèmes mathématiques très poilus et qui a donné des réponses tout à fait passionnantes, quoi. Alors il a toujours été fort en maths, hein, c'est un enfant prodige. Il disait Einstein, il comprenait ses travaux à 16 ans. Il a étudié au King's College à Cambridge. Il était major en mathématiques à 21 ans. Et à 22 ans, il a été recruté à King's College sur une thèse qui a prouvé le théorème central limite. Et à l'époque, ce théorème n'était pas connu du jury. C'est assez rigolo, puisqu'en fait, c'est un théorème qui a été prouvé en 1922. On reparlera du théorème central limite en annexe plus tard. Bon, enfin, en tout cas, c'est à 23 ans, donc quand même vraiment très jeune, qu'il publie un article qui s'appelle «Sur les nombres calculables avec une application au problème de la décision». Et alors ce truc-là, c'est l'article fondateur de l'informatique théorique, même si à l'époque, ça n'a absolument rien à voir avec l'informatique. Les ordinateurs n'existent pas, et il a écrit ce truc pour répondre à un problème qui est tout simplement le problème de Hilbert. Et donc il suit les traces de Kurt Gödel, qui avant lui, qui lui aussi s'attelait au problème de Hilbert. Le problème de Hilbert, on reviendra dessus, mais donc ce sur quoi il a travaillé, c'est une affirmation qui est extrêmement théorique, hein, qui est
Il a essayé de répondre à la question suivante: existe-t-il toujours un algorithme qui permette de tester la véracité d'une affirmation mathématique donnée? C'est quand même hyper vague. Tu peux me la redire? Excuse-moi. Étant donné une affirmation mathématique, Ouais, voilà, je te dis, ça égale ça, ouais, ou alors, ce truc, est égal à zéro, ou alors voilà, enfin un truc comme ça. ouais. Est-ce qu'il existe toujours un algorithme, une procédure mécanique qui permette de tester la véracité de ce que tu dis? D'accord, OK, d'accord, j'ai compris, c'est bon. Ouh là, ouais, c'est pas simple quand même. Est-ce que je peux trouver une preuve de ce Mmh. que je me dis? Est-ce qu'il y a un algorithme qui permet de tester la véracité d'une affirmation Mmh. mathématique, hein, donnée? Mmh. Donc c'est pas évident, tu vois? Bon voilà, et donc Turing en fait, répond à cette question, il répond: «Non», et il remplace le formalisme. C'est facile. Non. N'est-ce pas? Bon, exactement, exactement, et pour ce faire, en fait, au lieu d'utiliser un formalisme arithmétique comme Gödel, il va utiliser une machine abstraite, et il considère ce que la machine peut ou ne peut pas faire. En fait, il répond à la question de Hilbert, par la négative, comme Church, parce que Church aussi, juste avant lui, avait, réussi à répondre à la question de Hilbert par la négative, mais, disons que Turing le fait de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitive, et qui sera très extrêmement féconde par la suite. En fait, il faut aussi répondre, se dire: «Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme?» Tu vois? Un algorithme, il faut savoir ce que c'est, il faut aussi savoir ce que c'est qu'un nombre calculable. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre calculable? Ça veut dire quoi que quelque chose est calculable ou que quelque chose n'est pas calculable? Donc ce sont des expressions intuitives, mais elles trouvent une définition précise avec justement les machines de Turing, puisque finalement tout ce qui est calculable, c'est que ce qui est calculable par une machine de Turing. C'est ce qu'on appelle la thèse de Church ou de Church-Turing. On va y reviendra plus en détail, hein, mais il faut voir, si tu veux, que cette machine de Turing, ce n'est pas une machine réelle, mais Mmh. c'est même pas une machine qui est destinée à être construite. Il a fait que des concepts ce mec, il a absolument rien réalisé, c'est un branleur. Exactement, exactement. Il nous a seulement là, il nous a il nous a pas donné des machines, il nous a donné un cadre conceptuel Hein, hein. pour réussir à penser et à réfléchir des problèmes de logique mathématique avancée, et plus tard d'informatique théorique, tu vois? Donc Mmh, la machine de Turing, elle n'a pas été utilisée comme modèle pour concevoir les ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui. je Et comprends, d'ailleurs, Turing n'était pas très, très connu à son époque. Alors bon, évidemment, sa vie s'arrête pas en 1936. Sa vie s'arrête pas là, évidemment, hein. Donc durant la Seconde Guerre mondiale, il a dirigé le groupe d'experts à Bletchley Park qui a permis donc, comme je l'ai dit, de casser le code Enigma. Enigma, c'est cette fameuse machine cryptographique allemande, hein. La contribution de Turing, elle est fondamentale. Tout le monde l'appelle prof, d'ailleurs, sur le campus, et ce mec est un peu excentrique, mais qui est pas l'espèce d'autiste de haut niveau qui est décrit dans le film. d'accord. Il était beaucoup plus jovial que ça, et c'est un vrai marathonien. Donc il riait, c'était quelqu'un qui était excentrique, mais pas, enfin, qui nous aurait pas paru si bizarre que ça, en fait, hein. Mmh. Donc voilà, il faut un petit peu se méfier, d'Imitation Game, même si bon, c'est quand même un film qui a le mérite quand même de mettre Turing, de faire de Turing une star, quelque part. Au passage, je supporte pas l'acteur moi, au passage, mais ça n'a rien Je c'est l'acteur de Sherlock Holmes, c'est ça, non? Ouais, c'est Benedict Cumberbatch. Ah, j'ai du mal avec lui, mais bon, c'est personnel, excuse-moi. Enfin bon, en tous les cas, là-bas, c'est là-bas qu'il conçoit la bombe. Donc cette bombe, c'est une machine électromécanique qui permet d'accélérer les processus de déchiffrement. Mais c'est pas un ordinateur, par contre, hein, et il a pas fait tout seul, comme c'est montré dans le film non plus. En fait, c'est qu'après la guerre, en 46, qu'il participe au projet d'une véritable machine qu'on pourrait reconnaître comme un ordinateur, c'est le ACE. ACE, ça veut dire Automatic Computing Engine. Mmh Bon, mh. ça me donne ce que ça veut dire, et ce sera même pas le premier ordinateur, et ce qu'il donne, c'est même pas le premier plan pour un ordinateur moderne, en fait, hein. C'est-à-dire, un ordinateur moderne, c'est un ordinateur où le programme est stocké en mémoire, Mmh. en plus d'avoir la mémoire de travail. En fait, von Neumann, en 45, rédige un rapport sur l'EDVAC. L'EDVAC, c'est l'Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Je sais pas, aux États-Unis, ils préfèrent les trucs plus longs. Il fait ça pour l'armée, et la construction de ce truc a fait entamer en 46, et ça sera livré en 49. Alors D'accord. l'EDVAC, c'était un monstre de puissance qui pesait 8 tonnes et qui avait 5 kilooctets de mémoire. Donc c'était pas si mal que ça en 49 finalement. En tout cas, c'est von Neumann qui donne son nom à l'architecture de von Neumann, justement dans laquelle les programmes et les données sont formellement équivalents. Et l'architecture von Neumann, c'est l'architecture de tous les ordinateurs aujourd'hui. Dans tous les Mmh. ordinateurs aujourd'hui, on a une mémoire RAM dans laquelle le programme se charge, et le processeur va lire le programme, l'exécute, et c'est dans la même zone de mémoire que la mémoire de travail dans laquelle sont les données. Tu D'accord, vois ouais. ce que je veux dire? OK, OK. Ça, c'est l'architecture de von Neumann. Alors, techniquement, les machines de Turing permettent aussi ce type de fonctionnement. Mais c'est von Neumann, malgré tout, qui a donné son nom au truc. Et en plus, l'EDVAC est pas vraiment le premier ordinateur.
tout court, c'est l'ENIAC qui est encore antérieur. C'est un ordinateur modulaire, donc là, c'est quand même un peu plus emmerdant. Sa construction, elle a commencé dans le plus grand secret en 1944, puisque c'est pendant la guerre. Et ils sont opérationnels qu'en 1946, malheureusement. Et d'ailleurs, côté allemand, il y avait aussi Konrad Zuse qui travaillait sur des machines de calcul. Et il avait finalisé son Z1 en 1941. C'est un calculateur électromécanique basé sur des relais. Et bon, aucune de ces machines ne repose sur le schéma de Turing, en fait. Tu vois, côté anglais, le projet ACE fut retardé d'ailleurs. Et Turing avait complètement blasé. On va retourner à Cambridge à 47. Et c'est en 47 qu'il qu'il écrit son essai sur les machines intelligentes. Alors, j'en parle parce que c'est extrêmement important, parce que du coup, on connaît Turing pour le test de Turing. Le test de Turing, c'est un test qui On a déjà parlé, ça, est effectivement. censé effectivement discriminer une intelligence artificielle d'un être humain. Mmh. Ce test, il évoque ce truc-là, effectivement, dans cet article-là, en 48 d'ailleurs, en 47, pardon. Note bien que c'est pas été publié de son vivant, de toute façon. Alors, ce mec, évidemment, est quand même très intéressé par les ordinateurs, puisqu'il contribue, enfin, je dirais, il contribue à l'écriture d'un programme d'échecs en 48, pour un ordinateur qui n'existe pas encore. C'est quand même très fort. Donc, il devient prof à l'université de Manchester parce qu'il est intéressé par un projet de machine qui aboutira uniquement en 1941 au Mark I de Ferenczi, qui est considéré comme le premier ordinateur à avoir été commercialisé. Puisque le Mark I, justement, est commercialisé par Ferenczi, qui est une entreprise d'ingénierie, alors que les autres machines sont des machines universitaires, c'est des machines expérimentales, si tu veux, ou des D'accord. machines d'État pour l'armée. Donc, ça parle des machines Pas commercialisé, grand public, enfin, grand Exactement. public, pas commercialisé, quoi. Exactement. Donc, en 48 d'ailleurs, il invente la décomposition matricielle LU. J'ai appris ça. Donc, je sais pas si tu connais, mais c'est une décomposition matricielle en un produit de 2 matrices haute et basse. Et c'est hyper utilisé en analyse numérique parce que ça permet de faciliter un mode de calcul, parce que les matrices triangulaires sont faciles à manipuler. J'ai appris que c'était lui qui avait inventé la décomposition matricielle LU. Ça m'a paru assez fort. Encore une fois, c'est très mathématique, hein. Exactement, c'est très mathématique. Donc en 1950, il suggère donc le fameux test, et il dit aussi que, au lieu d'essayer de fabriquer une machine intelligente comme un adulte, il serait plus simple de créer une qui soit comme un enfant et ensuite de l'éduquer comme on le souhaite. Donc c'est un premier pas, si tu veux, vers l'intelligence artificielle. Donc c'est conceptuellement, ce mec a aussi imaginé l'intelligence artificielle en 1950, ce qui était quand même pas évident, quoi. Ouais, c'est malin, effectivement, ouais. Alors du coup, bon, ce fameux ACE là, il fonctionne en 1950, c'est une version limitée. Et plus tard, en 55, il sera commercialisé comme le Deuce. Et le Deuce, c'est le premier ordinateur anglais, je crois. Donc voilà, c'est quand même un truc. Alors, Il est quand même toujours assez proche de cette notion d'ordinateur, de premier ordinateur, et cetera. ah bien sûr, oui, oui. Non, mais il a été partie prenante. D'ailleurs, il a contribué à l'élaboration du Mark I. Donc, il était dans cette mouvance-là, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que c'est le père des ordinateurs? Ben, pas vraiment, parce que Ouais, tout à fait. après-guerre, si tu veux, pendant la guerre déjà, et après la guerre, c'est après la guerre que ça a éclos. Tout ce qui est construction d'ordinateurs, ça a commencé pendant la guerre et ça a plus ou moins abouti après la guerre. Dans tous les pays, dans plein de pays. Donc, en Angleterre, aux États-Unis ou même en Allemagne, il y avait des schémas d'ordinateurs, des plans qui ont parfois abouti à des vraies machines. Et ces vraies machines, dans aucun cas, ces machines ne se basent sur la machine de Turing. Ce sont des plans, des concepts, des machines qui sont fabriquées par des ingénieurs qui n'ont aucune connaissance en général d'Alan Turing. Donc, en ce sens-là, si tu veux, Turing n'est pas le père des ordinateurs modernes. Tu vois, c'est pas ça qu'il a apporté en quelque sorte. Ouais, c'est compliqué, hein. Enfin bon, Turing donc est un mathématicien, et on le sait pas forcément, on le sait beaucoup moins, mais c'est aussi le fondateur de la biologie mathématique. Il publie un article qui s'appelle Les bases chimiques de la morphogénèse, et pour la première fois, il applique un système d'équations dérivées partielles aux réactions autocatalytiques, et il montre l'émergence de structures. Il utilise d'ailleurs un Mark I, l'ordinateur que j'ai cité de Ferenczi, pour simuler ces modèles mathématiques. Et une des premières applications de ses travaux explique les tâches sur le pelage des animaux, mais il y a aussi plein d'autres domaines qui peuvent être utiles. Ouais. Donc, si j'essaie de bien transposer, il fait des liens entre les mathématiques et la biologie, notamment, c'est quoi le rapport avec les tâches d'animaux? Bah, en fait, les tâches d'animaux, on peut les relier à la présence de certaines substances chimiques. Et D'accord. ces substances chimiques, elles ont la propriété, si tu veux, que
quand il y en a une qui produit, elle produit un catalyseur pour inhiber ou pour activer l'autre. Et qu'en fait, les 2 trucs s'inhibent et s'activent de l'une l'autre, donc il y a une sorte de feedback et cette réaction de feedback, quand tu la laisses évoluer, sur le temps, selon des variations de conditions initiales, ça peut aboutir à des structures. D'accord. Et la concentration de ces substances chimiques sur la peau des animaux, donc ça peut être des pigments et ça explique les taches qu'on a sur les chats, par exemple. Ah, Sur dis les donc, vaches. qui l'eût cru? Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire, effectivement, qu'il y a des modèles mathématiques derrière ça, Il y a c'est une intéressant. deuxième mathématique pour les taches des vaches. C'est intéressant. Et bah oui, c'est alors ça évidemment, ça sera pas aux taches des vaches, hein, il y a plein de Oui. trucs, la morphogénèse, c'est donc, la genèse des formes, donc c'est, comment sont générées les formes et les structures dans le domaine vivant. Il était vachement intéressé par ça aussi et sur la fin de sa vie d'ailleurs. Alors fin de sa vie, malheureusement qu'il est arrivé assez vite, hein, puisqu'en 52, Turing est condamné pour homosexualité, enfin il est continué pour indécence, techniquement. Mais bon, c'est parce qu'il s'est affiché avec son copain homosexuel. D'accord. OK. L'homosexualité était illégale à l'époque, hein, et donc il a le choix entre la prison et le traitement hormonal. Il a opté pour le traitement hormonal. Alors c'était un oestrogène de synthèse, hein, bon alors, c'est pas très sympa, ça rend impuissant, ça fait pousser les sangs. Il va le prendre pendant 1 an et en plus il a un casier judiciaire du coup et donc son travail de consultant cryptographe pour l'armée, il va cesser parce qu'il était toujours en lien en fait avec l'armée pour améliorer les bombes et même pour inventer des trucs assez fous comme des téléphones, chiffrés, automatiquement, enfin c'est des trucs assez rigolos. Bon, après évidemment il est assez connu que Turing est mort d'un empoisonnement au cyanure, hein, il avait une pomme à moitié croquée à côté de son lit et le suicide est la version officielle, mais alors, par contre la pomme a jamais été analysée et donc du coup il existe d'autres versions de sa mort. Ça aurait pu être une inhalation accidentelle de vapeur de cyanure parce qu'apparemment, il semblerait que Turing avait un appareillage dans un petit recoin, il avait un appareillage d'une machine pour plaquer, les métaux sur sur d'autres trucs. Par exemple, pour dorer les couverts, par exemple. D'accord. Et bon, enfin, en tout cas, rien n'a laissé présager le suicide, hein, donc le mystère demeurera sans doute à jamais. Par contre, il y a un truc, que je voudrais Il préciser. n'y aurait pas eu de connaissance d'intérêt de quelqu'un qui aurait pu, vouloir le créer. Il y a Aucune pas d'ennemi a priori de ce qu'on décrit. A priori, il avait pas d'ennemis, voilà, c'est une question un peu bon, la question de la mort de Turing, c'est vraiment un truc, Mmh. mystérieux, on va dire. Bon, par contre, il y a quand même un truc qu'il faut mettre au point, le logo d'Apple n'est pas un hommage à Turing, Ah, du tout. En fait, Steve Jobs et même le concepteur du logo ont reconnu que ce n'était pas un hommage à Turing, à son grand regret d'ailleurs, puisque, apparemment Steve Jobs aurait répondu à Stephen Fry qui lui aurait posé la question: «God, we wish it were». mmh. Donc non, malheureusement, ça aurait été très stylé, mais c'est pas le cas. En fait, c'est juste Ouais, il a été honnête sur ce coup-là. beh, ouais, carrément, il aurait pu dire: «Ah bah oui, évidemment, mais Évidemment que c'est ça. Bande de cons, vous l'aviez pas remarqué. et voilà, donc du coup, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, écoute, Turing, c'est quand même un putain de génie, quoi, mais c'est pas le père des ordinateurs au sens où c'est pas lui qui a fait les plans du premier ordinateur, en fait, hein. Il a créé des machines de pensée, des expériences de pensée, tu vois? Mmh. Et cette machine de Turing, finalement, elle a influencé les mathématiciens, mais elle a pas influencé les ingénieurs, tout simplement. Alors, cela dit, si c'est pas le faire des ordinateurs actuels, son héritage est super important. C'est un cadre conceptuel, c'est même presque plus important. On peut penser les ordinateurs de manière conceptuelle, de manière mathématique et la science d'informatique en tant que science mathématique est née donc de ce truc-là. C'est pas parce que c'est pas évident finalement. C'est quoi un ordinateur? Mmh. Là, Mmh. c'est À aujourd'hui. partir de quel moment est-ce que c'est un ordinateur? À partir de quel moment ouais, tout à fait. Bah oui, parce qu'à partir aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a des dizaines de formes différentes, tu as les consoles, les montres, les machines à les drones, les ampoules électriques même maintenant, des processeurs D'accord. dedans. Tu vois, il y en a absolument partout. Mais c'est une question qui est pas très évidente à poser aujourd'hui, mais tu imagines en 1920, Ouais, ouais, tout à fait. là, les ordinateurs existent pas du tout. Alors du coup, on va revenir un petit peu parce qu'on est un petit peu sur le problème de Hilbert. Tout vient des problèmes posés par Hilbert sur les fondements des mathématiques en 28. Ça date de 1920 en fait, mais bon, c'est en 1928 qu'il les a remis, enfin, qu'il les a, comment dire, reformulés. Va poser 3 grosses questions, des putains de questions. Il va se demander si les mathématiques sont complètes. Il va se demander si elles sont cohérentes. Il va se demander si elles sont décidables. Alors, complète, ça veut dire est-ce qu'on a tous les axiomes nécessaires ou est-ce qu'il manque un truc? Mmh. Est-ce qu'elles sont cohérentes? C'est-à-dire est-ce qu'il est possible qu'il y ait des contradictions avec les axiomes qu'on a dans les mathématiques?
Et enfin, les mathématiques sont-elles décidables? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une procédure mécanique algorithmique pour tester toute affirmation donnée? Mmh. 2-3 putains de questions. C'est des questions, tu penses même pas qu'on puisse y répondre. Mais en fait, si. La vache. En 1930, il y a donc Kurt Gödel, hein, qui répond aux 2 premières questions. Allez, révis tout seul, 2 questions. Lui, OK. sur 2 questions, il dit: «Les mathématiques et toute théorie englobant l'arithmétique de base est fondamentalement incomplète». Donc les mathématiques sont fondamentalement incomplètes. Ça veut dire qu'elles contiennent des affirmations qu'on ne peut pas prouver, tout simplement. Alors, tout simplement, c'est de simple, quoi. Gödel, c'est un fou furieux lui aussi, hein. Gödel a utilisé donc une forme d'encodage. La notion d'encodage va revenir beaucoup, en fait. Gödel a utilisé une notion d'encodage parce que quand tu commences à parler, des exposés mathématiques, d'une preuve mathématique et d'une expression mathématique, ce sont des symboles, tu vois? Tu écris avec des symboles, bon. Oui. Lui, il s'est dit: «Bah, je vais encoder ça». À l'époque, il y avait pas d'ordinateur, hein, c'est en 1930, mais il s'est quand même dit: Je vais coder ça de manière numérique». Et donc chaque expression va être un nombre entier qui aura certaines propriétés, et donc chaque exposé mathématique, ce sera un nombre entier qui aura certaines propriétés arithmétiques, donc. D'accord. Et il a réussi à prouver qu'il existait donc dans son système numérique, qu'il existait une affirmation qui concrètement était qui était une contradiction, quoi. Mmh. Et on peut prouver qu'elle est vraie, on peut prouver qu'elle est fausse. En fait, elle est ni vraie ni fausse, si tu veux. Donc ça, c'est enfin, en gros, ce théorème c'est ce qu'on appelle le théorème d'incomplétude de Gödel. Alors, ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'il reste la troisième question et que Church et Turing s'attellent à y répondre en 1936 tous les deux et indépendamment. Et ils répondent non. On verra, décidément, c'est pas la joie, quoi, hein. Donc le mec, c'est un mathématicien, il est super content de son truc. Mais bon, finalement, les mathématiques, elles sont pas complètes, elles sont pas vraiment cohérentes et elles sont pas non plus décidables. C'est pas terrible, 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 hein. Alors, évidemment, c'est une question abstraite, tu vois? Donc là encore, il va falloir formaliser ce truc-là. Qu'est-ce que ça veut dire une procédure pour prouver une affirmation donnée, tu vois? C'est ultra abstrait comme question quand même. Mmh. Du coup, Turing propose une expérience de pensée, un modèle de machine abstraite, la plus simple possible, et qui pourrait quand même être capable de calculer tout. Tout ce qui est humainement calculable, tout ce qui est productible par une procédure algorithmique donnée. Et donc cette machine, c'est la machine de Turing. Donc on va la décrire, je sais pas si tu en as déjà entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler, mais après de rentrer, dans les détails dedans, non, pas du tout. D'ailleurs, à quoi elle ressemble? Elle ressemble à rien, hein, c'est une Un machine qui est assez concept, simple. encore une fois, mais C'est une machine, donc évidemment, tu peux voir ça comme tu veux, mais disons qu'il y a une sorte de boîte. Dans cette boîte, il y a un nombre fini d'états. Donc la machine peut être dans un nombre limité d'états. Donc 1, 2, 3, 12, mais pas, tu vois, un nombre limité, fini. Ça peut être grand, mais c'est forcément fini. Et en plus de cette donc de ce nombre fini d'états, il y a une bande. Cette bande, c'est une bande qui est infinie. Cette bande, elle est divisée en cases et sur cette case, il peut y avoir, là encore, un nombre limité de symboles différents. d'accord. La machine a une tête de lecture, c'est aussi une tête c'est une tête de lecture-écriture, en fait, hein, et elle est capable de savoir, donc elle est capable de lire ce qu'il y a sur une case de la bande. En fonction de l'état dans lequel elle est et de ce qu'elle lit sur la bande, elle peut changer l'état dans lequel elle est et se déplacer sur la bande à gauche ou à droite, et éventuellement écrire un nouveau symbole sur la bande, et c'est tout. Donc globalement, on a, une boîte dans laquelle on a un nombre limité d'états et la manière dont les états changent en fonction de ce qui est écrit sur la bande des états, donc c'est ce qu'on appelle la fonction de transition. En gros, c'est le programme, quelque part. Ouais, ça ressemble à un programme quand même, hein. Voilà, tu vois, ça ressemble à un programme. Et puis la bande, c'est une sorte de mémoire qui est, a priori illimitée, hein, puisqu'elle peut aller très, très loin d'un côté ou même très, très loin de l'autre. Elle peut écrire des mots, des nombres, n'importe quoi. Elle peut écrire A, B, 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 A, elle peut écrire 1, 2, 3, 4, 5, elle peut écrire 0, 0, 1, elle peut écrire ce qu'elle veut, n'importe quoi, qui est n'importe quelle longueur sur cette bande-là. Donc c'est une sorte de mémoire de travail sur laquelle elle peut aussi écrire des choses si on veut qu'il y ait un input, et voilà. Donc ça, c'est une machine de Turing. Alors, évidemment, on va se dire: «Bon, OK, très bien, mais comment ça s'arrête?» Oui. Ça, bon, tu vois, ça saute d'un état à l'autre, tout ça. Bon, bah, déjà, on a, des fois, bah, il est possible qu'elle soit dans une position où elle ne sache pas quoi faire, donc là, elle va s'arrêter parce que, bah, c'est pas écrit dans son programme, voilà. Mmh. Ou bien, et Ça bug. surtout, ouais, c'est ça, elle bug, donc elle s'arrête. Soit, tout simplement, il y a une partie des états
dans la boîte là, de ces petits états, qui est qu'on dit finaux, tout simplement. Si elle est dans cet état, si elle tombe dans un de ces états, elle s'arrête, point. Et on décide de cet état qui est final. Et on décide, ouais, tout à fait, on décide. Ça fait partie du programme, en gros, tu vois. C'est, voilà, on a un état initial, elle part dans cet état-là. On lui met une donnée sous forme d'une chaîne de caractères, en gros, sur la bande. Elle va suivre la bande, elle va faire son petit chemin. Elle va sauter d'état en état, tu vois. Poutou, 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 exactement, tout, poutou, poutou. À droite, à gauche, elle écrit pas, elle fait ce qu'elle veut. Bon, voilà, elle saute d'état en état. Elle atteint un état final, pouf, elle s'arrête, en laissant le merdier qu'elle a fait sur la bande. Donc tu peux tenir compte ou pas. Après, c'est à toi de voir. Ouais. Une machine de Turing, tu peux t'en servir comme quelque chose qui accepte, qui peut répondre par oui ou par non à quelque chose, par exemple, tu vois. Il suffit que tu aies 2 états finaux, un oui ou un non. Tu lui donnes une donnée, elle lit la donnée, évidemment elle écrit par-dessus si elle a besoin d'une mémoire de travail, et puis elle finit dans les états oui ou non. Et donc tu sais oui ou non. Voilà. Par exemple, là, tu fais une machine de Turing, tu te dis est-ce que ce nombre est pair? Elle va faire tout, 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 puis à la fin, elle tombe soit sur oui, soit sur non. Voilà. Et c'est des états finaux. C'est les états finaux, exactement. Évidemment, elle va pas tomber sur je ne sais pas. Elle pourrait tomber sur je ne sais pas, mais ce sera aussi l'état final. Oui, exactement. Tu vois. Donc, tu peux aussi dire, bon ben voilà, je fais une machine de Turing qui, je sais pas moi, qui flippe les 0 et les 1. Bah, elle flippe les 0 et les 1, tap, 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 puis après elle s'arrête, et ton output, c'est la chaîne avec les 0 et les 1 flippés. Excellent. Donc cette fois, si tu veux, ce serait une machine de Turing, ce serait juste une machine qui produit des choses. Ouais, Donc d'accord. ça peut être une machine qui est une machine donc un automate accepteur, c'est-à-dire ça reconnaît un certain nombre de choses, ça peut reconnaître les nombres pairs, le nombre divisible par 3, les nombres qui sont des carrés, enfin tout ce que tu veux, quoi. Ou bien ça peut produire des choses, faire des calculs, ou bien manipuler des chaînes de caractères, etc., etc. On est d'accord, encore une fois, à ce stade-là, ce n'est que du concept. Absolument, absolument. C'est-à-dire enfin, tu peux très bien fabriquer une machine de Turing en vrai. Oui, c'est envie. C'est pas l'ordinateur le plus rapide, le plus efficace que tu veux construire. C'est qui a pas le plus de sens, quoi. Voilà, c'est une machine qui, en fait, c'est une machine qui, d'un point de vue d'ingénierie, est inutilement simple et compliquée à programmer. Par contre, justement, comme elle est très très simple, qu'elle est définie de manière quand même pas très très compliquée, je viens de le faire, c'est pas si difficile que ça, eh ben, on va pouvoir s'en servir comme un modèle, une forme de, en quelque sorte, le modèle le plus simple possible de ce qu'est un ordinateur, ou en tout cas, une machine capable de produire tout ce qui est algorithmiquement productible, de calculer tout ce qui est calculable. Et quel était son objectif, alors, du coup? Alors, l'objectif original de Turing, en fait, il était vachement intéressant, puisque, effectivement, donc je viens de dire, voilà, une machine de Turing, ça calcule tout ce qui est calculable, donc ça veut dire que ça formalise, dans le problème de Hilbert, ça formalise qu'est-ce que c'est qu'une procédure algorithmique pour D'accord. prouver que quelque chose est vrai ou pas. Mmh. Bon, alors, le truc, c'est que, on a dit, effectivement, une machine de Turing, ça s'arrête si elle tombe dans un état final. Mais qu'est-ce qui se passe si ça tombe jamais dans un état final? Mmh. Parce que c'est très facile de fabriquer une machine de Turing qui s'arrête jamais. Mmh. Parce que, elle tombe pas dans un état final, soit pour certains inputs, soit pour tous les inputs, enfin, tous les cas, une machine Turing ne s'arrête pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Non, en gros, si tu construis une machine de Turing qui dit que tu ajoutes 1 à chaque fois, Non, bien. mais par exemple, en fait, bon, une machine de Turing, effectivement, a priori, pas évident de savoir si elle va s'arrêter ou pas. Oui. Tu vois? Du coup, c'est exactement, c'est ça en fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc qui est le plus important. Alors, donc on a dit, on a une machine de Turing avec des états internes, ça correspond à des registres, si tu veux, dans un CPU. Mmh. La bande, ça correspond à la mémoire, c'est utilisé pour l'input et pour l'output, et aussi comme mémoire de travail. Et on a la fonction de transition qui est le programme. Ouais. Donc ça, c'est basique. Et évidemment, si tu veux faire le mode de travail significatif, c'est compliqué, mais c'est possible. Mmh. Et puis, elle a des propriétés intéressantes. Par exemple, des machines qui sont a priori plus puissantes que les machines de Turing sont en fait équivalentes. Tu vois, si on rajoute plein de bandes, donc on a l'impression qu'il y a plus de mémoire, qu'on peut faire plus de trucs. En fait, c'est pas vrai. Une machine multibande a la même puissance qu'une machine monobande. D'accord. Tu vois? Et donc on peut construire des machines avec des sous-machines qui agissent comme des sous-routines, et en fait, on peut montrer qu'une machine Turing simule un langage de programmation de haut niveau. Mmh. Tu vois? Aussi basiques que puissent être les machines Turing, elles sont aussi puissantes qu'un ordinateur actuel, en fait, en termes de choses qu'elles sont capables de calculer, et d'algorithmes qu'elles sont capables de faire, de programmes qu'elles sont capables d'exécuter. Tu vois?
Alors, avant de repasser aux maths, il faut mentionner donc qu'un modèle informatique, qui est comme ça, c'est-à-dire qui a la puissance d'une machine de Turing, il dit Turing complet. Voilà. Être Turing complet, ça veut dire avoir la même puissance qu'une machine de Turing, c'est-à-dire en termes de capacité. C'est-à-dire tu peux calculer les mêmes choses, exécuter les mêmes programmes, même si c'est beaucoup plus long, même si ça prend plus de mémoire ou moins de mémoire, on s'en fout. C'est juste que tu peux le faire, tu vois? C'est vraiment, voilà, c'est, yes we can. Bon. Et donc il y a d'autres modèles effectivement d'autres modèles informatiques, hein. L'ordinateur que tu as en face de toi, c'en est un en fait, hein. Ouais. Il est Turing complet et les machines de Turing sont Turing complètes et il y a des trucs qui sont Turing complets, c'est très, très étonnant en fait, mais on en parlera un petit peu plus tard. Là, on va revenir un petit peu, quand même à la procédure de Hilbert parce que c'était pas si voilà, c'est pas si évident. Donc on revient à Hilbert. Alors lui, il cherchait une procédure algorithmique. Alors une procédure algorithmique pour tester une affirmation mathématique revient à avoir une machine de Turing qui encode le problème et qui répond oui ou non. On est d'accord? Ouais. Mmh. Si j'ai un algorithme, j'ai une machine de Turing. On nous a dit qu'une machine de Turing pouvait te répondre par oui ou par non, hein, donc avec son état final. Donc du coup, ça veut dire que j'ai une machine de Turing qui répond par oui ou par non. Mmh. Enfin, répondre oui ou non, ça veut aussi dire s'arrêter. Mmh. Là, cet état final, oui ou non. Donc ça veut dire qu'elle s'arrête. Mmh. Et ben, c'est un des plus beaux résultats de logique mathématique, hein. Mais Turing a prouvé qu'il est impossible de savoir a priori si une machine de Turing s'arrête ou non. D'accord. Alors, c'est en général, c'est-à-dire qu'il est possible de dire si une machine de Turing particulière s'arrête ou non. C'est possible dans certains cas, dans des cas plus simples, tu vois. Mais a priori, il n'est pas possible de trouver une méthode pour savoir si n'importe quelle machine de Turing va s'arrêter ou pas. Et du coup, il berce là dans l'os, puisque ça veut bien dire que il y a des il est impossible de savoir si une machine de Turing s'arrête, donc c'est-à-dire qu'il est impossible d'avoir sa réponse, Ouais, d'accord, ouais. tu vois. Alors la preuve en plus, elle est Il a envoyé une lettre en disant, «Elle est con ta question», quoi. ouais, non, parce que quand même, il y a respect quand même. Enfin bon, c'est vrai que voilà, donc la réponse c'est non, on peut pas savoir. Il n'existe pas tout le temps la possibilité d'avoir un algorithme qui répond oui ou non, puisque de toute façon, on peut même pas savoir, tu vois, si le truc va s'arrêter pas. Mmh. Donc la preuve se fait par l'absurde en fait, hein, et c'est intéressant parce que si j'ai une manière de savoir si toute machine s'arrête, ben, cette manière de savoir si une machine s'arrête, c'est aussi une méthode algorithmique, donc c'est aussi une machine. C'est une machine qui analyse des machines. Et donc on peut construire un programme qui est encore une autre machine, qui aboutit à une contradiction si elle s'analyse elle-même. Ah, c'est ce qu'on appelle l'argument diagonal. Bon, je vais pas, de toute façon, c'est assez simple, vous allez sur Wikipédia, il y a une explication qui est assez claire en fait de l'argument diagonal. C'est pas très, très compliqué, mais en Ça fait, se ce qui est rapproche à un argument par l'absurde, non? Enfin, pas un argument par l'absurde? exactement, oui, c'est un argument totalement par l'absurde, absolument, absolument. Il y a une contradiction qui arrive si, cette machine particulière essaie de s'analyser elle-même, ce qu'elle devrait être capable de faire. OK. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait encore un saut conceptuel, tu vois? Rien qu'avec ça. C'est-à-dire que toute machine, ça peut être encodé comme input pour une autre machine. Ouais. Parce que finalement, une machine, c'est quoi? C'est un ensemble d'états, une fonction de transition, un input. Tout ça, c'est des données finies qu'on peut coder sur des entiers si on veut. Donc ça veut dire qu'une machine, c'est aussi des données. Un programme est aussi des données, tu vois? Ce qui veut dire qu'une machine peut analyser d'autres machines, ou bien qu'une machine peut simuler d'autres machines. Et là, on aboutit aussi à un concept qui est super intéressant, c'est le concept de machine universelle. Imaginons que une machine particulière qui soit capable de simuler n'importe quelle machine, pourvu qu'on lui donne sa description encodée en entrée. Bah, c'est un super avantage. On a une machine spécifique, avec des états et une fonction de transition fixe, qui peut simuler toutes les autres machines, c'est-à-dire calculer tout ce qui est calculable. Donc c'est une machine fixée, bien définie, qui peut exécuter n'importe quel programme, bah, c'est un ordinateur, tout simplement. Un ordinateur, donc, c'est une machine de Turing universelle. Une machine qui peut simuler toutes les autres machines, et donc à elle seule, elle est Turing complète. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, ouais. Donc Turing avait déjà pensé à ça en 1936, hein. Putain, il était quand même badass le bonhomme, hein. Eh ben oui, en 1936, il avait déjà pensé à ce genre de truc, et donc en quelque part, il était en avance sur von Neumann. Mais bon, leur objectif était complètement différent de toute façon. Je comprends quand même, enfin, je comprends. C'est quand même la ça donne envie de lui donner un peu de paternité de l'informatique quand même. Mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il faut voir, de quoi il est le papa et de quoi il est, que le tonton, quoi, Mmh. si tu veux.
Voilà. Après, bon, donc l'indécidabilité, donc on a vu que l'arrêt était indécidable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver, enfin, on peut pas trouver une manière de savoir si une machine s'arrête ou pas. C'est qu'une première étape, en fait, hein. Aujourd'hui, on s'en sert encore pour démontrer que tel ou tel truc est pas décidable. Il suffit de démontrer que c'est équivalent au problème de l'arrêt. Et il y a aussi le théorème de Rice qui va beaucoup plus loin et qui dit en substance que pratiquement toutes les questions pas trop débiles que tu peux poser sur les programmes sont indécidables. Par exemple, si tu te poses la question de savoir si un programme va s'arrêter, si tu lui donnes une entrée paire ou une entrée impaire, bon, bah, c'est aussi indécidable. Tu vois? Ou alors, si un programme va donner un résultat ou tel résultat. En gros, dès que tu commences à, raisonner sur les programmes et à avoir des questions générales sur ce que vont faire les programmes, a priori, sans les exécuter évidemment, ben, en gros, c'est pratiquement toujours indécidable. Parce que là, mine de rien, on est passé de machine de Turing au programme informatique. Parce que c'est pareil. Mmh. Et c'est comme ça qu'est née l'informatique théorique. C'est comme ça qu'on a, des gens qui peuvent réfléchir a priori sur les ordinateurs, sur les programmes, d'un point de vue mathématique, d'un point de vue général, quoi, tu vois? Donc ça, c'est quand même très, très fort et il y a aussi tout le champ des nombres qui sont non calculables. Là, il y a aussi des nombres qui peuvent être définis mais pas calculés. Il y en a donc il y a, donc Chaitin a donné un nombre qui s'appelle la probabilité de l'arrêt qui est qu'on peut définir, hein, mais qui n'est pas calculable. Et il y a aussi la complexité de Kolmogorov. Alors ça, la complexité de Kolmogorov, c'est vraiment très con que ce soit pas calculable parce que c'est vraiment très, très chill. La complexité de Kolmogorov, c'est, la taille du plus petit programme qui génère une donnée. Tu imagines le kiff pour Ah oui, compresser, d'accord, ouais. tu vois? Évidemment, ça peut être énorme, dans le sens où ça peut avoir la taille de la donnée, voire plus, dans le cas où la donnée est pas compressible, quoi, et ça peut être minuscule. Alors l'exemple classique, c'est l'ensemble de Mandelbrot. L'ensemble de Mandelbrot, ça peut faire des images extrêmement compliquées, de taille, arbitraire, mais c'est toujours donné par un tout petit programme, puisque c'est une itération dans un plan complexe, tu vois? C'est quelque chose de relativement simple. Donc la complexité de Kolmogorov, c'est quelque chose qui peut être, évidemment qui aurait pu être très, très utile. Malheureusement, elle est incalculable. C'est dommage. C'est un peu ballot. Hem, Alors évidemment, peut-être qu'il faut que je précise quand même, c'est quand je dis qu'un nombre est calculable, soit je parle d'un nombre rationnel ou entier et donc c'est-à-dire qu'il est calculé directement par une machine de Turing, et s'il s'agit d'un nombre réel, c'est-à-dire avec une infinité de nombres après la virgule, pi être par exemple exactement, par exemple, pi est calculable parce qu'il existe une machine de Turing qui peut, calculer une approximation de pi arbitrairement bonne, ouais. avec un nombre arbitraire de trucs, donc ça reste quand même calculable, même si évidemment on ne peut pas avoir tous les digits de pi ou tous les digits de racine de 2. Tu vois? Ouais, ouais. Car à un sens, on pourrait se dire: «Bon, bah, OK, mais enfin, tu vois, c'est un peu, est-ce qu'il y a vraiment tant de trucs non calculables que ça?» Mmh. En fait, oui, et pratiquement tout est L'infinité de incalculable. Ah bah, il y a une infinité de machines de Turing, ça Mmh. c'est sûr. Mais le truc, c'est que cette infinité, elle est beaucoup plus petite que l'infinité des fonctions générales, et du coup, il y a la plupart des fonctions, même des fonctions des entiers sur les entiers, ne sont pas calculables par des machines de Turing. L'argument, il est assez simple, hein, puisque les machines Turing sont dénombrables, c'est-à-dire qu'on peut les numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 8 000 000 000, boîte milliards. Et ça veut dire que donc on en a une infinité, mais on peut les numéroter. Or, les fonctions qui vont, qui prennent un entier et qui donnent un autre entier, donc les fonctions quoi, d'un entier sur un entier, elles, on peut pas les numéroter. Elles ont la puissance du continu. Parce qu'en Mmh. fait, c'est exactement comme si tu prenais l'ensemble des sous-ensembles. Et du coup, bah, forcément, s'il y a un truc que tu peux numéroter, un truc que tu peux pas numéroter, ben il y en a une qui a la puissance du continu, donc il y en a beaucoup plus, et donc il y a beaucoup plus de fonctions que de machines de Turing. Donc la plupart des fonctions ne sont pas calculables, en réalité. Bon, très, 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 très grave non plus, mais quand même, c'est frustrant. C'est un petit peu frustrant. Alors du coup, tu poses peut-être la question de savoir quelle est la plus petite machine de Turing universelle? Oui, quelle est la plus petite machine universelle la plus petite machine de Turing universelle, oui. On n'en sait rien. Mais on a quand même des candidats. On a quand même des Alors candidats. candidat numéro 1. Écoute, 2 états et 18 symboles pour la bande, ou 3 états et 10 symboles pour la bande. Bon, je vais pas donner les transitions évidemment, ce serait super chiant. Mais voilà, donc ça veut dire qu'on a des toutes petites, machines fixes, hein, c'est-à-dire c'est vraiment des machines, qui ont une table de transition, tout est bien fixé, et elles sont universelles. C'est-à-dire que si tu leur files à bouffer une machine de Turing codée dans leur langage, hein, évidemment, elles exécuteront l'input. C'est très simple, tu codes la machine de Turing, d'abord, tu codes l'input après, tu leur files à bouffer, et en output, elles auront encodé probablement aussi la réponse. Donc,
tu vois que c'est assez extraordinaire. Euh, c'est toujours un champ de recherche de savoir quelle est la plus petite machine Turing, gna, 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 mais bon, c'est quand même assez rigolo. Alors évidemment, tu t'en doutes peut-être, le temps de calcul n'est pas le même. Parce que les machines de Turing qui sont toutes petites et qui simulent n'importe quelle autre machine de Turing, en général, elles le font en étant exponentiellement long, tu vois. Alors le temps de calcul d'une machine de Turing, ça a son importance aussi, hein. C'est comme ça qu'on définit les problèmes P, NP, etc. Donc ça, on a entendu parler. Ouais, les Non, problèmes. pas forcément. Mais comment on mesure le temps, justement, qui est pris par une machine de Turing? Ben, c'est le nombre de petits pas, le nombre d'étapes qu'elle fait D'accord. avant de tomber dans une C'est étape. plutôt, au lieu de parler de temps, on ferait mieux de parler de, ouais, d'étapes, quoi. Enfin, de ressources, ouais, OK, ouais, on parle de temps, ouais. De temps. Bon, il y a aussi des notions d'espace, puisque c'est pas exactement pareil, puisque l'espace sur une machine de Turing, elle peut faire des allers-retours dans un petit espace et avoir un temps long, ou alors elle peut aller très très loin, donc faire un gros espace, mais tu vois, avec peu de Mmh. bon, avec moins de pas. Bon, enfin, voilà, bref, mais bon, si on passe au problème P, c'est les problèmes polynomiaux. Polynomiaux en quoi? Donc ça veut juste dire que il existe une machine de Turing qui répond à la question en un temps qui est une puissance de la longueur de la question, quoi. Mmh. Voilà, tu vois? Le temps qu'elle met à calculer la réponse. Donc c'est en gros, le temps se comporte comme une puissance de la longueur de l'entrée. Alors que NP, bah, NP, pour être dans NP, c'est pas forcément comme ça. C'est-à-dire, tu peux avoir un temps qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long, exponentiellement long en plus. Par contre, il faut que tu puisses vérifier en un temps polynomial que c'est vrai. Donc c'est quand même il y a quand même une petite subtilité, quoi. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, hein, sauf que bon, hem, pour revenir donc, tu sais qu'on m'avait posé la question là sur le jeu de Go. Mmh. Est-ce qu'un ordinateur quantique pourrait battre le jeu de Go? Mmh. La question c'était: «Est-ce que le Go est résoluble? Et est-ce Mmh. qu'il sera résolu ou est-ce qu'il sera résolu par un ordinateur quantique?» On vous renvoie aux commentaires de l'épisode 64 de Tech Donc voilà, et donc là effectivement je dis bon, tous les, déjà bon, on sait très bien que le Go, alors déjà peut-être qu'il faut que je définisse résoluble. Un jeu est résoluble si tu veux, s'il y a une manière parfaite de jouer pour gagner à tous les coups. Mmh. Ouais, parce que bon, perdre à tous les coups, c'est C'est pas intéressant, ouais. jouer en général et c'est gagné, quoi, donc voilà. Pour gagner à tous les coups, c'est un petit peu plus poilu. Alors, s il y a pas de recette, hein, pour savoir, donc il y a des jeux qui sont résolus, hein, comme le jeu de Nîmes, par exemple, le Morpion, le Puissance 4, c'est des jeux résolus. Ouais, c'est des jeux où on connaît, étant donné une Le plateau est configuration. pas le même quand même. De quoi? Le plateau est pas le même entre un morpion et un jeu de Go. Oui, surtout, c'est pas du tout les mêmes règles en plus, mais le En truc, c'est plus. que, tu vois que dans des jeux relativement simples, on a des procédures standards, Ouais. qui permettent donc de gagner à tous les coups si on a envie de, voilà, de gagner à tous les coups. Mmh. Ça, c'est le genre de truc, qui est pas possible avec le jeu d'échecs parce que bon, je crois que le Puissance 4, c'est probablement une recherche, ou le Nîmes, je sais plus. Ils font des recherches, souvent ça revient à faire des recherches exhaustives, quoi, sur tous les moves possibles et toutes les parties possibles. Et donc évidemment, quand on a une explosion, combinatoire telle que les échecs ou encore plus le Go, Mmh. c'est juste pas possible. Il y a vraiment des Mmh. trucs, là encore, il y a les ordres de grandeur, c'est vrai que sont dans les commentaires, vous pourrez aller voir si vous voulez. Et après, il y avait la question de savoir si, avec un ordinateur quantique, ce serait possible. Mmh. Alors, le fait est que les ordinateurs quantiques n'accélèrent pas tous les problèmes. Et en fait, on le sait, il y a des recherches là-dessus, c'est encore extrêmement compliqué, à dire, mais en gros, tous les problèmes qui sont très difficiles, et qui sont impossibles à quasiment résoudre avec les ordinateurs, c'est des problèmes qui sont dans NP, parce qu'ils sont pas résolus dans le temps polynomial et donc forcément ça va exploser très, très vite. Le Go est pas un problème NP, hein, mais enfin bref. Le truc est que, si tu veux, un ordinateur quantique ne va pas nécessairement transformer un problème compliqué en un problème simple ou rapide à résoudre, tu vois? Il existe une classe des problèmes, qu'on peut accélérer, et elle est pas si grande que ça, en fait. Donc voilà, il faut pas croire que, les ordinateurs quantiques vont pouvoir accélérer tout. C'est pas vrai. Il faut Mmh. accélérer. On l'avait déjà dit d'ailleurs, enfin, c'est adapté à un certain type de calcul, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils sont pas forcément plus rapides. Voilà, exactement. Alors, quant à savoir, ce qui est calculable, enfin, ce qui est accélérable ou pas, c'est extrêmement compliqué, c'est même encore un sujet de recherche, donc voilà, on va pas non plus aller là-dessus, quoi. J'ai ta Voilà. qualité de son qui baisse de côté. Je suis vraiment désolé, c'est peut-être moi qui fatigue. Peut-être, ou ta machine. Pour ma machine. Non, non, ça va, elle va bien.
Donc voilà, donc écoute, ça résume un peu le problème. Alors, on peut finir donc, soit en parlant, de l'hypercomputation, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aller au-delà de Turing? Ouais, C'est-à-dire est-ce qu'on peut fabriquer des machines qui soient plus puissantes et qui puissent calculer des trucs incalculables? Tu vois? ouais. En substance, je dirais que la réponse est non. Ah ça moi c'est je trouve ça me paraît évident, mais je suis tellement surpris par certaines notions que Parce que bon, là déjà, la thèse de Church dit que tout ce qui est calculable peut être calculé par une machine de Turing, mais si on n'y adhère pas, on peut se poser la question. Le truc, c'est que calculer des trucs pas calculables, en général, ça demande de faire des trucs très catholiques. Par mmh, exemple, de donner des temps ou des espaces infinis ou de faire appel à des oracles ou carrément d'hard coder des constantes non calculables dedans, quoi. Et Martin Davis, d'ailleurs, il résume ça comme ça, on dit: «Si on autorise les entrées non calculables, bah, alors on pourra avoir des sorties non calculables». Ce ouais, qui veut dire que finalement, c'est pas extrêmement, intéressant. on sort du champ de la science là, on sort Voilà, exactement. Alors après enfin si, non, c'est toujours de la science, mais c'est que c'est pas des théories qui sont forcément ouais, super intéressantes en pratique. mmh. En tout cas, en ce qui concerne les ordinateurs quantiques, bon, ben, ils peuvent accélérer certains problèmes NP, mais pas tous. Et apparemment, ils sont pas plus puissants, d'après ce que j'ai compris, que les machines de Turing, puisqu'ils sont réductibles, en fait, Mmh. pour être réductibles. Donc ce seraient pas des hyper machines. Voilà, donc alors, si tu, je sais pas si tu as des questions avant de. Ouais, c'est moi je il y a un point là que tu avais listé et sur lequel je suis pas très au fait, c'est mon chat qui s'énerve. La machine de Turing, le début des ennuis. De quoi tu voulais parler avec le début des ennuis? Bah, la preuve de l'indécidabilité, du problème D'accord, de OK, l'arrêt, d'accord, c'était ça. de la question que posait, du vent qu'il a mis à Hilbert, quoi. Ouais, d'accord, OK, très bien. Écoute, non, Le j'ai début pas nécessairement de questions. c'est le début des ennuis parce que si tu veux, le fait que le problème de l'arrêt soit indécidable, en fait, il y en a toute une ribambelle, que la plupart des problèmes sont indécidables finalement et que du coup, voilà, c'est pour ça que je dis ça, le début des ennuis. D'accord. J'ai ton son qui se dégrade de minute en minute. Je suis vraiment désolé. C'est non, mais c'est la qualité de la connexion, je sais pas pourquoi. Hem, Bon, bah, écoute, on peut finir par, les machines qui sont, Turing complet, mais de manière totalement involontaire. ouais, Turing com autour de nous, mais rigolo. Par exemple, on a Minecraft. alors ça, Et Minecraft est Turing complet. Alors, pourquoi? Bah, parce que dans Minecraft, tu peux faire des petits circuits logiques avec des trucs de redstone, tu sais? Et en fait, c'est suffisant pour faire des portes logiques et c'est suffisant pour, simuler des machines de Turing. Oui, bah, c'est Turing complet. Little Big Planet est comme ça aussi d'ailleurs, bah, c'est des jeux qui sont bacs à sable, tu vois? Et donc qui contiennent des éléments qui peuvent servir à faire des portes logiques et donc c'est plus ou moins fait exprès. Excel? Alors Excel, tous les langages de programmation, Java, C, mais aussi des langages un peu plus limités comme HTML5 et même PowerPoint. Alors Ah je ne oui. sais pas exactement comment, mais c'est assez intéressant. Comme Magic the Gathering, apparemment les règles sont suffisamment compliquées pour que, ça soit, Turing complet. Le jeu de cartes à jouer et à collectionner Magic. Exactement, il serait Turing complet. Si vous voulez des détails, allez dans le lien, toujours, je ne vais pas évidemment pas détailler tout ça. Sendmail, la configuration de Sendmail sera Turing complète tellement elle est compliquée. Un truc plus intéressant, le jeu de la vie. C'est un automate cellulaire qui est assez connu. Je sais pas si tu connais le jeu de la vie de Non. Conway? Bon, bah, c'est un automate cellulaire, c'est-à-dire que, bon, bah, globalement, tu as des cellules, hein, c'est-à-dire des petites cases. Dedans, tu peux avoir, soit 0 soit 1, on va dire, pour rester simple et dans le cas du jeu de Conway, c'est bidimensionnel. Chaque cellule, elle, si elle est à 1 et qu'elle a trop de voisins à 1, elle meurt, elle passe à 0. Par Ouais, contre, si un truc est à 0 qu'elle a suffisamment de voisins, elle peut passer à 1, voilà. d'accord, OK, Donc d'accord. on met une configuration initiale, on itère ce genre de truc et en général, ça fait des trucs rigolos. C'est-à-dire, bon, soit il y a tout qui disparaît, soit on a des machins qui se baladent, soit on a des structures qui oscillent. En tout cas, ça fait souvent des trucs très rigolos et en fait, c'est d'une complexité insoupçonnée et alors le plus extraordinaire, c'est que quelqu'un a réussi, avec ces règles ultra simples, à trouver un moyen d'encoder des machines de Turing dans les conditions initiales et après quand tu itères la machine de Turing, en fait, chaque itération revient à, faire bouger la tête. C'est assez fou et parce que ça veut dire que le jeu de la vie, aussi simple qu'il soit, il est Turing complet et que donc, théoriquement, on peut encoder dans les conditions initiales n'importe quel programme imaginable et on pourra avoir la réponse, après probablement, une quantité astronomique d'itérations, On pourra l'avoir. mais qu'on pourra l'avoir, exactement. Super Mario World aussi? Oui, mais alors ça, par contre, c'est vraiment complètement volontaire puisqu'en fait, c'est basé sur des glitches qui permettent de faire de l'injection de code. Il est possible par certains bugs d'écrire des octets, en déplaçant Mario à certains trucs mémoire
En fait, c'est une zone qui est activée quand on prend une vie. Donc en fait, ça permet on peut écrire un programme comme ça et a priori écrire n'importe quel programme et donc on peut exécuter n'importe quel programme à l'intérieur de Mario World en utilisant des glitches. C'est quand même très rigolo. Il y a une vidéo d'un mec qui fait ça. C'est, à la main et c'est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, trou Turing complet finalement, mais c'est pas si compliqué. Merci d'avoir écouté ce dossier jusqu'au bout. Si jamais ça vous a intéressé, si jamais ça vous a plu, si jamais vous découvrez Tech Café par cet épisode, évidemment, abonnez-vous. Vous avez juste à chercher Tech Café dans n'importe quelle app de podcast. Et puis, sachez également que Tech Café, c'est en plus une communauté que vous pouvez rejoindre pour discuter entre vous et avec nous sur techcafé.fr/Discord. Et puis, j'attire aussi votre attention sur le fait que Tech Café est disponible gratuitement pour tous, mais que vous pouvez nous soutenir. En fait, c'est la manière numéro 1 que vous avez de vous assurer que Tech Café sera encore là de nombreuses années. En allant sur patreon.com/techcafé, vous pouvez vous abonner à partir de quelques euros par mois. Vous avez même des abonnements annuels qui vous permettent de faire un petit peu d'économie. Et puis, en échange de cet abonnement, vous accédez à des espaces privilégiés et notamment la possibilité d'écouter le podcast sans la pub. Rendez-vous pour tout savoir sur techcafé.fr. Ciao à toutes et à tous et à bientôt pour un prochain épisode de Tech Café.